Professeur Didier Raoult, avec l'émergence de ce variant indien, de ce variant Delta, que faut-il faire concernant la vaccination? C'est un exemple, la vaccination et le virus Delta, du fait que, vous savez, comme je le dis depuis le début, ça a même choqué les gens que je dise ça, vous savez, il ne faut pas faire de prédictions, en particulier sur les maladies qu'on ne connaît pas. Donc la première chose, c'est que prédire l'évolution des maladies qu'on ne connaît pas, ça relève de l'art divinatoire. C'est pas de la science. C'est pas vrai. Les gens essaient de nous faire croire que c'est de la science parce qu'ils font des formules mathématiques, mais c'est pas vrai. Ça rassure les anxieux. On sait que les gens qui croient en la chance et qui croient en les prédictions sont plutôt les hommes politiques ou les gens qui vont faire la guerre. C'est comme ça, c'est vieux c'est connu depuis les temps antiques. Mais ça marche pas très bien. Voilà. La deuxième chose, qui manifestement était aussi une très grande ignorance assez choquante du monde scientifique, c'est l'absence d'application de ce que nous savons sur tous les autres virus ARN, pour lesquels il est si difficile, voire impossible, d'avoir des vaccins, qui ait une couverture complète et stable, de penser que juste cette fois-là, on allait y arriver. Donc la situation sur le plan viral est la même que celle de la grippe ou celle de la dengue. C'est des virus qui ont des variants. Donc moi, j'étais le premier à parler de ça dans le monde scientifique, je pense, en septembre. Il a fallu 3 mois avant que la presse scientifique et la presse reprennent l'idée qu'il y avait des variants. Avec des gens qui me disaient publiquement, virologues, qui disaient il n'y a pas de variant avec ce virus ARN, ce qui aurait vraiment été une immense surprise. Donc bien sûr, il y en a. Et donc moi, depuis que je sais ça, j'ai une réflexion sur les vaccins que j'avais à l'époque, que j'ai dit à l'époque, que je maintiens maintenant, qui est de dire, écoutez, le vaccin qui me paraît le plus facile à comprendre pour moi, qui est mes limites, c'est d'essayer de faire comme pour la grippe, où on est finalement exactement dans la même situation. Tous les ans, on a des nouveaux variants, et on fait un mélange de souches, généralement 3, parfois 4, que l'on injecte pour ce qui nous concerne au moment de la saison des infections de l'hiver, c'est-à-dire en novembre, et dans certains cas, ça couvre assez bien. Dans d'autres cas, il y a un nouveau variant qui est apparu et il n'est pas bien couvert par la vaccination contre la grippe, et la grippe est plus sévère cette année-là. Et puis, voilà, on vit avec la grippe, on n'a pas vaincu la grippe. Donc, il est vraisemblable, maintenant qu'on voit la variété de ce coronavirus, qu'on ne va pas éradiquer le coronavirus, surtout qu'il y a maintenant X variants et qu'ils ne répondent pas aux mêmes questions, surtout si on utilise des cibles très étroites, c'est très facile de résister quand les actions sont dirigées contre une cible étroite qui est juste une seule protéine. Donc moi, depuis le départ, je pensais que le vaccin chinois était plus raisonnable. Moi, j'aurais souhaité dès le départ qu'en France, les gens fassent pareil, parce que, y compris si beaucoup d'efforts ont été développés par les Français, par Sanofi, pour faire des vaccins pour la grippe aviaire et pour H1N1 qui n'ont probablement pas eu l'utilité qu'on imaginait qu'ils auraient. Ils ont développé une stratégie en termes d'adjuvants qui sont probablement parmi les gens qui ont les meilleurs adjuvants. Donc s'ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du vaccin contre la grippe, mais que ce soit contre le coronavirus, avec les souches circulantes, incluant les souches indiennes, et puis tous les ans de réajuster un vaccin en fonction de la circulation qu'il y a des virus dans le monde, on aura une arme qui nous permettra de faire baisser le risque. Et donc, le premier très gros travail sur le vaccin chinois, qui est de ce type-là, vient d'être sorti. Et ça, alors, pour une fois, c'est un vrai travail. C'est-à-dire, c'est sérieux. On fait ça au Chili, c'est indépendant, ils ne reçoivent pas d'argent des Chinois pour le faire. Et ils comparent, excusez-moi du peu, 17 millions de vaccinés contre 5 millions de pas vaccinés. Alors là, on peut dire qu'ils comparent des choses qui ont un sens. Et ils font ça dans une situation épidémique très forte, puisque chez les gens qui n'étaient pas vaccinés, le nombre de cas a été extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça en pleine épidémie pour voir ce qui se passait.
Et donc, ça a un effet de protection de 65,9% contre toute infection, pour la prévention, 87% pour l'hospitalisation, 90% pour la réanimation et 86% pour la mort. C'est honnêtement au moins aussi bien que tout ce que j'ai vu pour l'instant avec l'AstraZeneca ou le Pfizer en situation réelle, c'est-à-dire en Angleterre ou en Israël. Donc, et en revanche, la vie est toujours pleine d'incertitudes, mais je vois mal le genre de problème que l'on risque à faire des vaccins traditionnels tels qu'on les a toujours faits, tels qu'ils ont toujours fonctionné avec leur force et leur faiblesse pour la grippe. Ce n'est pas une nouveauté technologique avec des conséquences un peu imprévues comme quand même les troubles de la coagulation chez les femmes jeunes, parfois mortelles, parfois avec des pertes de la vision avec le AstraZeneca, que tout le monde finit par abandonner. Mais le risque d'avoir des manifestations totalement inconnues avec un mécanisme totalement inconnu est beaucoup plus important que celui d'avoir des manifestations inconnues avec un processus qui est un processus assez connu et assez reproductible, qui plus est, quand on utilise du virus inactivé, la réponse immunitaire se base sur tous les éléments du virus, toutes les formes d'immunité, l'immunité des cellules et l'immunité des anticorps. Et donc, c'est une réponse qui nous permet de rentrer dans quelque chose qu'on connaît. Autant vous dire, puisqu'on me demande souvent ce que je pense de la vaccination, c'est les enfants ou les plus jeunes, en dehors des situations d'urgence qui éventuellement nécessiteraient une décision politique, autant je ne suis pas du tout convaincu que nous ayons des notions de sécurité suffisantes pour pouvoir faire ça, autant pour des vaccins de ce type-là, j'ai aucune réserve, parce que franchement, je ne vois pas ce qui arriverait. Oui. Donc, il y a une différence entre manipuler des cellules comme on ne l'a jamais fait, pour répondre à une situation d'urgence pour des gens qui vont mourir, et assurer la protection avec des agents nouveaux dont on ne connaît pas les conséquences. On découvre à peine, vous voyez combien de temps il a fallu pour découvrir que les femmes faisaient des thromboses. Il a fallu plusieurs mois, et pendant ce temps, on vaccinait. Et donc, c'était imprévu, parce qu'on n'avait jamais vu ça avec un vaccin. Donc, il se passe des choses anormales avec ces vaccins, comme les myocardites avec le Pfizer. Il se passe des choses anormales avec ces vaccins. On peut penser que le risque relatif dans une situation d'urgence est raisonnable. Dès qu'on va avoir des vaccins qui sont sûrs, dont on connaît le type de réaction, dont on peut les prévoir, bien sûr, il faut choisir ceux-là plutôt que de prendre des vaccins qui nous font partir à l'aventure. Voilà. Donc je reste consistant. Donc après, ça amuse la presse ou je sais pas, l'industrie de dire que je suis contre pour les vaccins. C'est idiot. Les vaccins qui sont sûrs, qui ne présentent aucun danger, je ne vois pas pourquoi. Tout n'est qu'une question de balance entre le risque et le bénéfice. Donc actuellement, autant les gens qui sont, y compris le personnel de soins, qui est et qui va être exposé à... si les choses continuent sur cette pente-là, on va avoir de plus en plus de cas cet été de variants indiens. Je ne sais pas jusqu'à quel point le vaccin les protège, parce qu'il y a beaucoup de gens vaccinés qui font des infections, comme on le voit en Israël et comme on le voit en Angleterre, comme on le voit chez nous. À peu près la moitié des cas indiens qu'on a sont des gens qui sont vaccinés. Mais en tout cas, c'est raisonnable de se vacciner avec ça quand on a un risque d'exposition, ce qui est le cas des personnels de soins, personnel qui est en contact avec des malades porteurs potentiels d'infection. Ça, c'est raisonnable. Après, pour le reste de la population, les gens qui risquent de faire une forme grave, bien sûr, c'est important qu'ils soient vaccinés. Avec les vaccins que nous avons maintenant, qui ne sont pas une panacée, c'est pas merveilleux, les vaccins que nous avons ne sont pas plus efficaces, comportent des dangers qui ne sont pas identifiés, mais si on a un risque, c'est mieux d'essayer de diminuer le risque, même si la diminution du risque n'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on dit dans la publicité. Voilà. Il y a une partie de marketing, une partie de réalité. Là, maintenant, on commence à approcher de la réalité. C'est une des raisons pour lesquelles moi, je me suis peu exprimé sur le vaccin, sur lequel je m'exprime mieux maintenant, parce qu'on a des données observées
par des gens fiables, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas mêlés au développement du vaccin, mais qui sont des usagers. Et les usagers, c'est le débat qu'on a depuis le début, les usagers font mieux l'évaluation que l'industrie qui a des méthodologies qui sont faites spécifiquement pour arriver au résultat qu'ils espèrent. Ou quand ils n'y arrivent pas, ils publient pas. Donc on est dans le vrai monde. Dans le vrai monde, on a maintenant un vaccin qui coûte beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus traditionnel. Ça m'étonnerait qu'on trouve des choses tout à fait extravagantes comme effets secondaires. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle de voir que ça marche et que la France emprunte ce chemin, parce que je recommande depuis longtemps. Mais je vous le redis, je n'ai aucun lien d'intérêt avec Sanofi. Au contraire, je me suis disputé avec eux pour pouvoir avoir de l'hydroxychloroquine parce que toutes les pharmacies ici et l'hôpital étaient en rupture de fourniture pour pouvoir traiter les malades. Donc, je ne reçois pas d'argent, je ne suis pas particulièrement ami avec eux, et ça n'est pas mon problème. C'est pas comme ça que je gère mes relations. C'est pour ça que j'évite d'ailleurs d'avoir des relations personnalisées ou concordes, si vous voulez, avec des gens qui risquent ensuite de jouer une influence dans un sens ou dans l'autre sur ce que je dis, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir regarder ce que j'ai dit sans avoir honte de moi. Merci beaucoup.